Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la cérémonie officielle de lancement de la 33e édition de la Caravane de la Santé Sarbi Dniek s'est tenue ce jour au Palais d'État d'Yaveloul sous le haut patronage de l'épouse du président de la République, présidente de l'association FITI, Madame Mial Razouel. À l'issue de la cérémonie officielle, les cliniques mobiles sont immédiatement parties en direction de la région Ménabé. L'originalité de cette édition réside dans la réalisation d'opérations de la cataracte. Un reportage signé Miarvoulet Feren et Radraman Zatouf et Antrazan Jebey. Cela fait maintenant 5 ans que se tient la caravane médicale Sarbi Dniek, fruit d'une étroite collaboration entre la première dame de la République de Madagascar, également présidente de l'association FITI, marraine et initiatrice de cette initiative, le ministère de la Santé publique et l'OMS. Depuis sa création, l'objectif de cette initiative est de rapprocher les services de santé des populations vivant dans des zones reculées et difficilement accessibles et surtout de leur permettre de bénéficier de consultations et de soins gratuits. Pour cette 33e édition, la caravane est organisée juste après la rentrée scolaire, une période particulièrement difficile pour la majorité des ménages. C'est donc pour les soutenir que l'initiative a été programmée à ce moment précis, selon le ministre de la Santé publique, le professeur Zéli Arvel Radjamanatan. Cette approche de santé de proximité répond directement aux objectifs de la couverture sanitaire universelle, a affirmé le représentant résident de l'OMS, le docteur Laurent Moussango, qui a également salué les efforts conjoints entrepris avec l'appui de l'OMS. C'est une initiative tout à fait louable. C'est une initiative qui entre dans le contexte de rapprochement vers la communauté. Et permettez-moi de saluer cette initiative au nom de l'Organisation mondiale de la santé que je représente, mais aussi au nom des autres partenaires techniques et financiers ici présents. On peut parler de beaucoup de choses. Je cite que l'exemple de polio, mais aujourd'hui n'est pas le jour d'honorer votre implication dans la lutte et l'éradication de la polio. Et je pense qu'on aura un jour qui sera dédié pour ça, Madame la Première Dame. Cette initiative de la caravane médicale illustre non seulement une vision humaniste, mais aussi une vision inclusive de la santé. L'initiative est une excellente opportunité d'offrir gratuitement une gamme de soins que je viens de mentionner, mais aussi d'aller vers l'objectif de la couverture santé universelle, qui est un objectif mondial. Comment? Il y a 3 piliers de la couverture santé universelle. Nous devons encore et toujours redoubler nos efforts pour améliorer la couverture vaccinale. Relançons ensemble cette belle mobilisation collective qui nous a permis de vaincre la polio. Depuis son Excellence la Première Dame jusqu'au chef de Fokuntan, chacun a joué sa part et doit continuer à jouer sa part. Engageons les leaders religieux, engageons les agents de santé communautaire. Tous doivent poursuivre le combat pour que chaque famille vienne faire vacciner son enfant dans les centres de santé selon le calendrier établi. Au cours de ces 5 années d'existence, ce programme de santé a déjà permis à 275 409 personnes de bénéficier de soins médicaux jusqu'en mars 2025. Durant cette période, l'offre de services de santé gratuits a été élargie et améliorée. La grande nouveauté de cette édition est l'introduction des opérations de cataracte. Ce qui au départ n'était qu'un rêve, celui d'apporter des soins médicaux itinérants à travers Madagascar, comme l'a rappelé la première dame Mial Razouel, est devenu un rendez-vous très attendu de la population et de nombreux bénéficiaires en ont déjà tiré profit. Quand nous avons démarré la toute première caravane le 5 mars 2020, nous portions un rêve, rapprocher les soins de santé de ceux qui en sont privés, aller au-devant des populations isolées, briser les barrières de la distance, de la vulnérabilité et de l'oubli. Les éditions passées ont déjà transformé des milliers de vies. Des consultations générales, pédiatriques, gynécologiques, ophtalmologiques,
la sensibilisation au planning familial, la vaccination, le dépistage des maladies transmissibles telles que les IST et le VIH-Sida, le dépistage du diabète, mais également la sensibilisation et la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Parmi tous ces services, la dentisterie s'est particulièrement distinguée par son immense succès. En redonnant littéralement le sourire à de nombreuses personnes, elle a transformé des quotidiens, parfois marqués par la gêne ou la douleur, ravivant ainsi la confiance en soi. Mais au-delà de l'aspect médical, c'est toute la portée humaine de ces soins qui méritent d'être soulignés. Des vies ont été sauvées, des familles rassurées, des sourires retrouvés. Chaque soin prodigué, chaque mot de réconfort, chaque main tendue n'a pas seulement soulagé une souffrance, il a redonné dignité, espoir et humanité à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, nous donnons un nouveau départ. Cette 33e édition sera encore plus ambitieuse. Plus de spécialités, plus de moyens, plus de zones reculées atteintes. Et cette fois-ci, c'est vers la région Ménabé que notre caravane se dirige pour aller à la rencontre de la population locale qui attend avec espoir ces soins vitaux. Elle propose 12 cliniques mobiles avec des services variés et essentiels. Des consultations spécialisées en dermatologie, en cardiologie, en otorhinolaryngologie, mais aussi la chirurgie réparatrice des fentes labiales, les opérations de cataracte, la cure chirurgicale des hernies. Parce que notre mission est claire, la santé est un droit fondamental et nous devons tout faire pour que chacun y ait accès. Continuons à transformer ce rêve en action. Continuons à prouver que lorsque les cœurs s'unissent, rien n'est impossible. Ce matin, les 12 cliniques mobiles ont pris la route vers la région Ménabé avec plusieurs étapes prévues. Un Tirabé, un Kazumriouch, Mandoutou, Mianjvaz, Mahab et Mourndav du 16 au 25 septembre prochain. Il convient de rappeler que la caravane médicale Sarbidiniek ne se limite pas aux soins, mais elle comprend également diverses actions de sensibilisation, notamment la lutte contre la consommation de drogue et la lutte contre les violences basées sur le genre. En politique, le montant de la caution exigée pour une liste souhaitant se présenter aux élections sénatoriales du 11 décembre prochain s'élève à 60 millions d'ariars, selon l'annonce faite aujourd'hui par la ministre de la Communication et de la Culture, Maradona Voulambirinti. La campagne électorale se tiendra du 19 novembre au 9 décembre. Il est à rappeler que ce sont les maires ainsi que les conseillers communaux et municipaux qui élisent des sénateurs. Détails sur les images de Yves Janel. Les élections sénatoriales se tiendront le 11 décembre prochain, conformément à la décision du Conseil de gouvernement du 9 septembre dernier. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 9 octobre à 8h au 23 octobre à 17h, conformément au décret numéro 2025-914 du 9 septembre. La liste officielle des candidats devrait être publiée par la CENI le 12 novembre. Par ailleurs, le décret numéro 2025-913 fixe quant à lui les dispositions relatives à la caution qui est de 60 millions d'ariars par liste des candidats, explique Mara Voulamriouti, ministre de la Communication et de la Culture. Toujours selon les explications, la campagne électorale se déroulera du 19 novembre au 9 décembre, tandis que le 10 décembre sera consacré à la période de silence électoral. Les grands électeurs, à savoir les maires et les conseillers communaux, sont ceux qui procéderont au vote. La CENI publiera également leur liste. Pour rappel, Madagascar compte 18 sénateurs, dont 12 sont élus par les grands électeurs, tandis que les 6 autres sont désignés par le président de la République.
Toujours en politique, la recherche de solutions aux problèmes sociaux auxquels le pays fait face constitue actuellement la priorité du gouvernement et non les élections, selon les propos tenus aujourd'hui par le gouverneur de la région d'Analamang, également secrétaire national du parti TGV. Cette réaction fait suite aux rumeurs persistantes autour d'une éventuelle préparation d'un troisième mandat que certains hommes politiques attribuent déjà au parti TGV. Toutefois, le pouvoir a également le droit de modifier la Constitution par voie référendaire si cela s'avérait nécessaire, affirme Erasu Marmak. Par ailleurs, il a souligné que les appels à la déstabilisation lancés par l'opposition sont vains car la population reste désormais concentrée sur le développement du pays. Le gouvernement se focalise actuellement sur le développement du pays et non sur les élections présidentielles ni sur un éventuel troisième mandat, contrairement à ce que certains acteurs politiques cherchent à mettre en avant en ce moment. Relever les défis sociaux comme les coupures d'électricité, les problèmes d'approvisionnement en eau et autres difficultés du quotidien restent des chantiers urgents pour l'exécutif, selon les déclarations faites aujourd'hui par le gouverneur de la région Analamang, également secrétaire national du parti TGV. Face au discours prôné actuellement par l'opposition qui appelle à des troubles comparables à ceux survenus au Népal, le gouverneur d'Analamang a affirmé que cela ne présente aucun intérêt pour le peuple malagasy et ne ferait qu'enfoncer davantage le pays. Ce ne sont d'ailleurs pas les politiciens qui appellent au chaos qui en subiront les conséquences, mais bien la population, souligne le gouverneur de la région Analamang. Concernant les opérations de remblayage de terrain ou les qui arrivent, le gouverneur a expliqué qu'il s'agit d'un projet présidentiel mis en œuvre conformément aux procédures administratives en vigueur, incluant les indemnisations prévues pour les personnes affectées. Parmi les sujets évoqués figure également la question d'un éventuel remaniement. Le gouverneur a précisé que cette décision appartient exclusivement au président de la République. Selon lui, le remplacement de tout haut employé de l'État, qu'il s'agisse de gouverneurs ou de ministres, reste toujours possible lorsque ceux-ci n'accomplissent pas efficacement les missions qui leur ont été confiées. En tourisme, l'aéroport international d'Ivat a été désigné le meilleur aéroport d'Afrique dans la catégorie des aéroports accueillant moins de 2 millions de passagers par an. Le trophée marquant cette distinction a été remis officiellement la semaine dernière à Guangzhou, en Chine. L'aéroport d'Ivat a également obtenu la certification niveau 2 de l'expérience client, confirmant les efforts déployés pour améliorer la qualité des services. Pour plus de détails. C'est une fierté pour Madagascar que de voir l'aéroport international d'Antananarivo reconnu à ce niveau. Véritable porte d'entrée du pays vers l'Afrique et le reste du monde, il a été élu en mars dernier par les passagers comme meilleur aéroport d'Afrique dans la catégorie des aéroports des moins de 2 millions de voyageurs. C'est la deuxième fois consécutive en 2 ans que cette distinction lui est attribuée par l'Airport Council International et CA World. La remise officielle du trophée a eu lieu la semaine dernière à Guangzhou, en Chine. Lors de cette même cérémonie, l'aéroport d'Ivat a également reçu la certification niveau 2 de l'expérience client, une preuve supplémentaire de la qualité de service et des améliorations continues entreprises. Obtenir de tels résultats 2 années de suite démontre les efforts constants menés pour satisfaire les passagers et améliorer l'image de l'aéroport international d'Ivat. Dans un tout autre sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec ses partenaires comme le PNUD, met en avant le secteur de la recherche et de l'innovation à travers le projet Unipod. L'objectif est de promouvoir le secteur de la recherche à Madagascar. La signature de convention de partenariat entre le MESUPRES et le PNUD pour la mise en œuvre de ce projet s'est tenue aujourd'hui à Fiadanan. Natera Koutmav. Le fait que les résultats des recherches à Madagascar soient mal connus fait que les acteurs concernés ignorent souvent les solutions proposées par les chercheurs face aux défis sociaux et économiques. C'est précisément pour répondre à ce besoin qu'existe la direction de la recherche et de l'innovation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont la mission est de faire connaître ces résultats. L'Unipod, que nous lançons aujourd'hui au sein du domaine de parc de l'Est de Timazaz, et, comme on venait de dire, bien plus qu'un bâtiment. Il est
le symbole d'une ambition collective, celle de bâtir un Madagascar moderne, compétitif, ancré dans les réalités de notre époque, mais fidèle à ses valeurs, à son génie local et à sa jeunesse. L'Unipod offrira aux jeunes, aux étudiants, aux chercheurs et aux entrepreneurs un environnement propice pour imaginer, expérimenter et transformer leurs projets en solutions durables, mais aussi et surtout en emploi. Pour moi, l'Unipod incarne l'essence même de ce que nous voulons pour la recherche scientifique malgache, un espace d'innovation et de solutions, de création et d'émancipation. Il est le point de convergence entre la théorie et la pratique, entre la connaissance et son application concrète pour résoudre les problèmes de notre société. Le soutien aux résultats de recherche est également l'objectif du projet Unipod, mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le PNUD. Il s'agit d'offrir une plateforme de valorisation aux recherches malagasy les plus pertinentes pour le pays, en mettant en avant la recherche scientifique comme point de départ. Il s'agit vraiment d'une plateforme qui va créer les rêves, qui va peut-être transformer, donner le main des gens de porter leurs rêves. Un rêve peut devenir prototype et le prototype peut devenir la réalité. Donc, mon nom et mon nom de mon équipe, je suis très ravi et je voulais remercier notre fois pour cette collaboration très fructueuse. La signature marquant le partenariat entre le MESUPRES et le PNUD dans le domaine de la recherche à travers le projet Unipod s'est tenue au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Fiadanen aujourd'hui. Et puis, des milliers de jeunes ont manifesté leurs intérêts en s'inscrivant à la formation gratuite de proximité dans le cadre du projet FIDZERIAF, initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dans la région de Sava, une région riche en ressources qui a besoin d'un accompagnement et d'un soutien pour le développement humain, notamment à travers ce projet. Comme dans les autres régions ayant déjà bénéficié du projet FIDZERIAF, c'est au tour des habitants de la région Sava de bénéficier de cette formation gratuite. Ce projet vise à accompagner les jeunes en les aidant à créer ou à trouver un emploi grâce aux formations proposées. De nombreux domaines sont concernés, notamment couture et coiffure, pâtisserie, fabrication de savons et de bougies, agriculture et élevage, mécanique auto, informatique et bien d'autres. Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous dans le but de renforcer les revenus de chaque ménage. Des milliers de personnes se sont inscrites pour suivre les formations dans les districts de Vohemar et Antala, région Sava. Outre la présentation du projet FIDZERIAF dans la région, la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a également visité les lycées techniques locaux qui nécessitent des rénovations. Elle a aussi remis des attestations de formation aux détenus d'Antala ayant suivi une formation spécifique. Et direction à présent dans le sud où un membre de gang Mazout a perdu la vie et un gendarme a été blessé lors d'une opération de sauvetage de 3 otages enlevés par une dizaine de Dahal le 13 septembre dernier dans le Fouktan et Saririk, commune d'Akilmanilke, district de Touliar 2. Les bandits armés ont refusé de se rendre et ont ouvert le feu avec des balles artisanales tout en lançant des pierres lorsqu'ils ont croisé les forces de l'ordre de Benet dans la forêt en direction d'Abbasmanilke. C'est au cours de cet affrontement qu'un kidnappeur a été abattu et qu'un gendarme a été blessé. Selon les informations recueillies, cette affaire n'a aucun lien avec la base Touliar, contrairement à ce qu'affirment certains opposants et acteurs politiques. Il s'agit bien d'un acte de banditisme perpétré par des Dahal ou recherché depuis longtemps par les forces de l'ordre. À Rivunmam, la tension est palpable. Le député Razersan Antoine s'en prend tour à tour à la police et au chef district. En cause, la gestion des fonds du SIAD destinés au développement local. Mais derrière ces attaques, se cache-t-il vraiment une injustice ou bien une stratégie politique? Réponse dans ce reportage de Jean-Claude Ndjamalal.
Depuis son élection, le député d'Arivunmam semble vouloir se placer au-dessus de la loi. La semaine dernière, il a crié au harcèlement après un simple contrôle routier de la police. Or, rappelons-le, aucun texte n'exempte les députés de ce type de vérification. Et aujourd'hui, il s'en prend au chef de district, l'accusant de bloquer le décaissement du SIAD. Mais la vérité est tout autre. Le SIAD, ce sont des fonds publics soumis à des règles strictes. Avant tout décaissement, la loi exige un procès-verbal de réunion entre le député et les maires concernés, réunion pour définir ensemble les projets de développement à financer. Dans le cas présent, l'équipe du député n'a fourni qu'une simple liste de présence, loin des exigences légales. Résultat, impossible pour le contrôle financier de valider le dossier. Le chef de district rappelle, il ne s'agit pas d'empêcher l'utilisation du SIAD, mais de garantir la transparence via des appels d'offres obligatoires, le paiement des taxes sur les marchés publics, 8% et 2%, un devis conforme. Autant de règles que tout député, même d'opposition, se doit de respecter. D'ailleurs, l'ancien député Tim Darivunmam, pourtant farouche opposant au régime, avait toujours obtenu ses fonds. Pourquoi ? Parce qu'il avait respecté la loi et les procédures. Alors, pourquoi tant de polémiques ? Ignorance des procédures ou volonté délibérée de brouiller les esprits pour apparaître en victime politique ? Une chose est sûre, les fonds du SIAD n'appartiennent pas aux députés, mais à la population. Si les documents envoyés ne sont pas conformes, c'est le développement local qui sera bloqué. À Radirsan Antoine et à son équipe de corriger leur dossier, le reste n'est qu'une diversion politique. Et côté sport, l'équipe de taxi Agréivat a remporté le tout premier trophée du tournoi de foot à 7 interentreprises organisé par Viva. La demi-finale et la finale de cette compétition se sont tenues hier sur le terrain de Spantana Bypass. Résumé de cette journée avec Anzara Zanarville. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales hier, sur un total de 24 en compétition lors de cette deuxième édition du Viva Football Interentreprise étaient Taxi Agré Aéroport Ivat, Somadis, Futur Textile et Someto. Lors de la première demi-finale, Somadis a éliminé Futur Textile, pourtant tenant du titre. Après un match nul 1-1 au terme des 15 minutes de jeu, la séance des tirs au but a souri à Somadis, vainqueur par 4-3. Dans la deuxième demi-finale, Taxi Agré Aéroport Ivat s'est imposé face à Someto sur le score de 2-0. Les deux équipes battues se sont affrontées pour la 3e place, Futur Textile en maillot noir et Someto en blanc. La réputation de Futur Textile n'a pas failli, l'équipe s'imposant 1-0 pour accéder à la 3e marche du podium. De son côté, Someto a manqué de réalisme mais garde l'espoir de mieux faire à l'avenir. Ensuite, place à la grande finale entre Taxi Agré Aéroport Ivat, maillot blanc, et Somadis, maillot rouge. Deux équipes déterminées à améliorer leurs résultats de l'an passé. Taxi Agré visait le trophée après avoir échoué en finale la saison précédente. La détermination s'est vite traduite par l'ouverture du score pour Taxi Agré Ivat en première période. Puis, un deuxième but signé Bastos a scellé leur victoire. Score final 2-0. Une victoire très attendue et savourée par le capitaine de l'équipe. Pour Somadis, quelques faiblesses offensives ont été constatées, mais le tournoi a été bénéfique pour la cohésion des employés. Les 3 équipes du podium sont toutes réparties avec des récompenses. Futur Textile 3e place, médaille de bronze, 300 000 arrières et un bon d'achat offert par le sponsor Yas. Somadis 2e place, médaille d'argent, 700 000 arrières et un bon d'achat du même sponsor. Enfin, Taxi Agré Aéroport Ivat, champion 2025, médaille d'or, bon d'achat et un téléphone portable chacun, offert par Yas, 1 million d'arrières en prime, et surtout, le prestigieux trophée remis par Viva à travers son directeur administratif et financier, Nainara Nev. Ainsi s'achève la 2e édition du Viva Football Interentreprise. Le rendez-vous est donné l'année prochaine pour la 3e édition. Dans les actualités internationales, au moins 52 Palestiniens ont été tués
L'armée israélienne intensifie ses frappes sur Gazaville en prévision d'un assaut au sol contre le Hamas. France 24. Chaque jour, les mêmes scènes de destruction pour ces Palestiniens. Dans la ville de Gaza, plusieurs immeubles ont été détruits dimanche. L'armée israélienne affirme qu'ils servaient de poste d'observation au Hamas pour recueillir des renseignements sur les mouvements de troupes. Alors qu'Israël se prépare à prendre le contrôle du plus grand centre urbain de l'enclave, les habitants sont appelés à évacuer vers le sud, comme ici à Hamad, déclarée zone sûre par l'armée. Mais les déplacés n'y découvrent que des ruines. Cette femme et son fils inspectent les décombres de leur maison à la recherche de vêtements ou d'objets personnels. On dirait une ville fantôme, invivable. Il n'y a aucun service disponible et je n'ai pas pu récupérer les affaires de mes enfants. Ils les ont détruites. 90% des quelques 2 millions de Palestiniens ont été déplacés et sont contraints de vivre dans des logements temporaires. Un exode forcé qui s'accompagne d'un désastre humanitaire. L'ONU a déclaré la famine à Gaza. Israël dément. Et la Russie a déclaré qu'elle avait tiré un missile de croisière hypersonique Zircon sur une cible en mer de Barents et que des avions bombardiers Sukhoi Su-34 avaient effectué des frappes dans le cadre d'exercices militaires conjoints avec la Biélorussie. France 24. Un missile Zircon lancé depuis une frégate en mer de Barents. Ce dimanche, la Russie a déclaré avoir utilisé son arme hypersonique, capable d'atteindre des cibles en mer et sur terre dans un rayon de 1000 km, dans le cadre des exercices militaires menés depuis vendredi sur tous les terrains avec la Biélorussie. Baptisées Zapad, Ouest en russe, ces manœuvres ont lieu tous les 4 ans. C'est la première édition depuis l'invasion à grande échelle lancée en Ukraine. Et elle inquiète particulièrement les pays du flanc est de l'OTAN. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs drones russes se sont introduits dans l'espace aérien polonais avant d'être détruits. 4 jours plus tard, une autre intrusion a été détectée au-dessus de la Roumanie, autre membre de l'OTAN. Au sein des états-majors, certains estiment que les défenses alliées ne seraient pas suffisamment bien adaptées à des attaques massives de drones. Kiev se dit prête à partager son expérience. Nous sommes prêts à enseigner à tous nos partenaires comment se défendre. Bien sûr, l'OTAN dispose de missiles patriotes, d'autres systèmes et de puissants avions de chasse. Mais en Ukraine, nous avons des solutions bien moins coûteuses, plus massives et systématiques contre les drones russes Shahed et Gerbera. Il est important de ne pas perdre de temps. Alors que plusieurs alliés, dont la France et l'Allemagne, ont d'ores et déjà déployé des avions pour sécuriser le flanc est de l'OTAN, l'Alliance a annoncé le renforcement de ses défenses anti-drones, notamment en matière de brouillage. Pour terminer, le principal parti d'opposition au président turc Recep Tayyip Erdogan, le CHP, attend une décision judiciaire cruciale qui pourrait chambouler sa direction en raison d'une accusation de fraude. France 24. Une marée rouge sur la place Tandoğan à Ankara. Par dizaines de milliers, ces Turcs sont descendus dans la rue pour soutenir le CHP, le principal parti d'opposition du pays, à la veille d'une audience décisive. Poursuivi pour fraude lors de son congrès de fin 2023, le parti pourrait voir lundi son chef Özgür Özel destitué par la justice et remplacé par un administrateur. Face à la foule, le leader de l'opposition dénonce une tentative de prise de contrôle du parti par le pouvoir. Cette affaire est politique. Les accusations sont calomnieuses. Nos camarades sont innocents. Ce qui se trame est un coup d'État. Un coup d'État contre le futur président, contre le futur gouvernement. Nous résisterons, nous résisterons, nous résisterons. Le CHP est dans le viseur du pouvoir depuis sa large victoire sur le parti présidentiel AKP lors des élections locales de 2024. Sa figure de proue, le maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu, considéré comme le plus sérieux rival du président Erdogan, est emprisonné depuis mars pour corruption. Et ces dernières semaines, la pression judiciaire s'est encore accrue sur le CHP avec la multiplication d'enquêtes et d'arrestations visant les élus du parti. Comme à Istanbul, où la direction locale du CHP a été destituée la semaine dernière au motif d'irrégularité. Une répression qui inquiète fortement ces manifestants.
notre liberté, pour la démocratie, pour les droits et la loi. Aujourd'hui, je suis venue ici pour dénoncer les injustices qui ont récemment augmenté et pour revendiquer nos droits. En tant que jeune étudiante, je suis très inquiète de l'avenir que nous allons construire. Si Ozgur Özel est destitué, le CHP a déjà prévu la riposte avec l'organisation d'un congrès extraordinaire le 21 septembre afin de le réélire à son poste. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.